Très bien, merci beaucoup. Je suis extrêmement flatté de cet éloge et de tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Donc je vais essayer d'être à la hauteur de cette difficile situation, puisque on a montré mes ouvrages, on a montré une partie de mon parcours à la fois intellectuel et de mon parcours, je dirais, d'universitaire. Alors les ouvrages qui vous ont été montrés peuvent donner l'impression d'un certain éclectisme. C'est un peu vrai, un peu faux. C'est un peu vrai au sens où j'ai traité plusieurs objets dans ma déjà longue carrière universitaire. Mais en même temps, il y a toujours eu un intérêt important pour les questions éducatives et puis pour les questions liées aux inégalités. Et donc c'est pour cette raison que j'ai choisi de travailler sur cette, puis d'exposer, je dirais, dans le cadre de cette chaire, sur la question des inégalités scolaires et la question des politiques éducatives. Alors, monsieur le recteur, monsieur le doyen de la faculté, mesdames, messieurs, chers étudiants, chers collègues, d'abord, je voudrais exprimer ma gratitude et mes remerciements pour cette chaire Francky à l'Université de Mons. Ça a été dit, j'aime beaucoup venir dans cette université et donc c'est avec grand plaisir que j'ai eu connaissance de cette attribution. Donc je suis très flatté et heureux d'être ici devant vous. Alors, d'autant plus que cette année, en plus, Mons est la capitale européenne de la culture, et je trouve que ça donne beaucoup de rayonnement à cette très belle ville, et je trouve que c'est extrêmement important dans ce contexte-là, de pouvoir exposer ce que j'ai fait sur cette question des inégalités scolaires. Alors, je voudrais aussi remercier la Fondation Francky, bien sûr, pour la confiance qu'elle m'accorde. Je crois que c'est important de pouvoir exposer ici mes travaux. Je dois aussi remercier évidemment l'Université de Mons et la faculté de psychologie et de sciences d'éducation. Et j'aurai un remerciement tout particulier pour le vice-recteur, le professeur Marc Demeuse, avec qui j'ai des relations régulières de travail et aussi d'amitié. Donc c'est une très bonne chose, je trouve, de continuer cette collaboration. Alors tout ça me donne l'occasion d'exprimer à la fois le sens et la vocation de mes travaux sur les inégalités scolaires et sur les politiques éducatives. Et donc je vais essayer de donner un peu les éléments les plus importants. Alors vous voyez, j'ai mis quelques phrases, quelques citations des buts et des objectifs de la chaire Francky. Je dois avouer que quand j'ai lu ça, j'ai été un peu impressionné, bien sûr. Promouvoir le développement du haut enseignement et de la recherche scientifique en Belgique, et puis stimuler le prestige de la recherche fondamentale désintéressée. Donc la barre est extrêmement élevée, donc c'est tout de même une responsabilité très, très grande. Alors, cela fait plus de 25 ans que je travaille dans le domaine de la sociologie d'éducation. Ma discipline, si vous voulez, d'origine, c'est la sociologie, et puis je me suis centré sur la sociologie d'éducation, car j'ai fait ma thèse de doctorat, qui a été publiée dans un ouvrage qui s'appelle Le Collège au quotidien, avec le professeur Roger Establé, quand j'étais étudiant à Aix-en-Provence. Marc Demeuse a dit que je montais progressivement. Effectivement, je suis un sociologue qui monte vers le nord de l'Europe. Donc, j'ai enseigné à Aix-en-Provence, à Bordeaux, ensuite à Genève. Aujourd'hui, j'enseigne à Genève. Et puis, je suis donc à Bristol et ici maintenant à Mons. Donc, effectivement, c'est une montée vers le nord.
Alors, je me suis dit que l'obtention de cette chaire me laisse, me laisse penser qu'il est temps pour moi de faire un bilan de mes recherches. Et puis surtout, j'ai essayé de montrer en quoi et comment je conçois la place du chercheur dans la société en général, et en relation avec l'action publique en éducation. Je me suis dit que je n'allais pas vous bassiner, si j'ose dire, avec tout ce que j'ai fait depuis que je travaille dans ce domaine-là, mais par contre, il me semble important de réfléchir aujourd'hui à la place des chercheurs dans la société, hein, la place des chercheurs dans la société. Et je pense que c'est un impératif aujourd'hui que de penser, je dis notre place, enfin la place des chercheurs en général, et le rôle de la recherche aussi dans la société. Alors bien sûr, avec les buts ici de la chaire Francqui, j'ai essayé de me situer un peu dans dans ce domaine-là. Alors les objectifs académiques sont extrêmement importants. Je me suis dit aussi que lorsqu'on fait de la recherche, lorsqu'on est enseignant à l'université, on n'a pas que des objectifs académiques, on a aussi des objectifs entre guillemets sociaux, si j'ose dire, surtout lorsqu'on traite de questions qui, en fin de compte, concernent la société en général, ça concerne à peu près tous les citoyens, la question des inégalités scolaires, parce que tout le monde est passé à l'école, tout le monde a des enfants qui sont passés à l'école, et je pense que c'est un point extrêmement important. De ce fait, je me suis, centré sur trois réflexions. Hein. J'ai essayé de développer, ou je vais essayer de développer trois réflexions introductives qui me semblent peut-être les plus importantes pour cette première séance et cette séance inaugurale. Le premier point, c'est, j'ai appelé ça responsabilité et place du chercheur en éducation. Il m'a semblé important de réfléchir sur ma conception de la recherche en éducation et sur les liens qui unissent, je dirais, la recherche d'un côté, qui est aussi une recherche académique, bien sûr, et l'action publique hein, dans ce domaine de l'éducation. Bon, on sait que les liens entre la recherche et l'action publique ne sont pas toujours simples, hein, c'est-à-dire on a deux communautés, si j'ose dire, intellectuelles qui ne se côtoient pas toujours très bien, et souvent il y a des désaccords sur la meilleure façon de fonctionner, et il me semble important donc peut-être de réfléchir là-dessus. Alors la question que je me suis posée, c'est pourquoi ? Pourquoi travaille-t-on sur l'école aujourd'hui, sur l'organisation scolaire, sur l'enseignement, sur les apprentissages? Alors probablement qu'on travaille là-dessus pour la gloire, bon, comme chacun de nous à l'université, mais aussi et plus sérieusement pour, me semble-t-il, dévoiler les mécanismes, des mécanismes de domination, des mécanismes, qui sont liés aux conséquences des politiques mises en œuvre, pour parler ou pour décrire ou pour identifier des effets pervers d'un certain nombre de politiques ou de certains dispositifs, aussi pour aborder la question des injustices que constituent les inégalités scolaires. Donc en fin de compte, je pense qu'on travaille sur les inégalités scolaires aussi pour dévoiler en quelque sorte le fonctionnement des institutions, pour dévoiler leurs effets sur la société, pour penser aussi les liens entre l'école d'une part et la stratification sociale de l'autre. Donc j'en suis arrivé à la conclusion en réfléchissant sur cette question-là, que ma conception de la recherche relève de ce qu'on pourrait appeler d'un paradigme de la responsabilité du chercheur. Alors, ce paradigme de la responsabilité du chercheur, c'est un peu, ambitieux de qualifier cela de la sorte, mais il me semble que c'est un paradigme qui est extrêmement pertinent, pas seulement dans le domaine de l'école, mais dans tous les domaines qui concernent, je dirais globalement, les sciences sociales en général, c'est-à-dire que lorsqu'on fait de la recherche, lorsqu'on produit des résultats, eh bien, tout ce que l'on produit, ça concerne l'ensemble de la société. Et je pense que c'est un point qui est important parce que ça permet de penser un peu le rôle que nous avons
et la responsabilité que nous avons vis-à-vis de la société. Alors, qu'est-ce que cela signifie de façon un peu plus précise? Je pense que le chercheur est responsable. Il est responsable pas uniquement au plan académique, envers ses pairs, qui sont aussi des concurrents, qui sont parfois des amis, qui sont des collègues, etc. etc. Il l'est donc aussi envers la société, l'action publique, le politique, et c'est pour moi un point fort de mon engagement de chercheur que de dire ce que je produis, les résultats auxquels je peux arriver, eh bien, c'est un point important que de pouvoir les communiquer, d'accord, les rendre publics, peut-être les mettre sur la place publique aussi, pour faire en sorte que le débat puisse être enrichi. Alors, tout ça demande bien sûr de clarifier le rôle et les fonctions du chercheur. Les débats sont vifs tout de même sur cette question, et je vais essayer d'éclaircir justement ces débats dans ce point numéro 1, responsabilité et place du chercheur en éducation. Ensuite, j'entrerai plus avant dans le point 2 sur le thème central de cette chaire, les inégalités scolaires comme objet de science et comme action publique. On a l'habitude de penser que l'action publique, alors je parle en éducation, mais on pourrait l'étendre à beaucoup de domaines, donc on a l'habitude de penser que l'action publique en éducation est là pour limiter les problèmes, limiter les inégalités, limiter l'échec scolaire, etc. C'est comme ça que ces politiques se présentent. On va vous dire, on va mettre en place tel dispositif, c'est pour faire ceci ou pour faire cela, pour limiter les problèmes d'éducation, etc., etc. La vision que je vous propose dans cette série de conférences est un peu différente de celle-là. Ma vision serait plutôt celle d'un regard un peu plus critique, je dirais, sur ces politiques scolaires, avec l'idée que les inégalités d'apprentissage sont dans une large mesure le fruit de ces politiques. Alors bien sûr, il faudra réfléchir pour savoir ce qu'on entend par politique. Est-ce que, par exemple, une politique, ce n'est pas seulement un dispositif que l'on met en place dans tel ou tel but, ça peut être aussi, un système tel qu'il se présente à un moment donné, au sens où les systèmes éducatifs, j'y reviendrai, peuvent avoir une forme qui dépend certes de l'ensemble des politiques, des strates, en quelque sorte, des politiques mises en œuvre dans le passé, mais aussi, c'est aussi le fruit, en quelque sorte, de l'action de l'ensemble des acteurs de ce système. Il n'y a pas que l'acteur politique, il y a aussi d'autres groupes, les parents, les enfants bien sûr, les enseignants, leurs représentants syndicaux, etc., etc., qui agissent sur la nature du système et la forme qu'il peut prendre. Et donc, c'est à défendre cette thèse, parfois difficile à défendre, mais enfin, que je m'emploierai lors de ces conférences. Et puis, enfin, j'aborderai un point un peu plus théorique, je mets théorique entre guillemets, celui des modèles explicatifs des inégalités scolaires, que, je classe assez classiquement en deux grandes familles, ceux qui se centrent sur les discontinuités culturelles entre l'école et la famille. C'est un peu ça le modèle, si vous voulez. C'est-à-dire, on va expliquer les inégalités scolaires par cette distance et cette discontinuité. Et beaucoup de sociologues ou de chercheurs en éducation, plus généralement, ont développé et ont poussé très loin cette réflexion et ces analyses. Et c'est, ma foi, très instructif. Mais je développerai aussi peut-être un modèle que l'on pourrait appeler alternatif, parce que, en quelque sorte, et par certains côtés, il peut rentrer en concurrence avec le premier, c'est celui de l'idée de discrimination négative. L'idée que, en fin de compte, on a dans le système ou les systèmes éducatifs tels qu'ils se présentent à un moment donné dans l'histoire d'un pays, eh bien, ces systèmes éducatifs vont produire eux-mêmes des inégalités qu'ils sont censés, en fin de compte, plus ou moins réduire. Donc, mon propos sera d'essayer de voir comment ces deux modèles explicatifs peuvent, en quelque sorte, être articulés l'un à l'autre, et comment peut-être ils n'expliquent pas exactement les mêmes choses, et ils ne sont pas toujours utiles ensemble, et que parfois il faut mobiliser l'un ou l'autre pour rendre compte des résultats empiriques, en quelque sorte, que l'on a produits.
Alors, premièrement, je vais m'attacher au premier point qui m'a semblé important de traiter ici. C'est la question de la responsabilité et la place du chercheur en éducation. Je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur cette réflexion, et puis en même temps, on sait que lorsqu'on est dans le travail académique, lorsqu'on produit des articles, des livres, qu'on donne des cours, qu'on organise l'enseignement, etc., en fin de compte, on a assez peu le temps de réfléchir sur cette question. Et donc je me suis dit que c'était un point fort qu'il fallait peut-être étudier. La question que je me pose ici, c'est quel est le rôle du chercheur? Que peut-il? Que doit-il dire? Quelle est sa place dans le débat social? Quel rôle joue-t-il auprès des politiques? Alors, chacune de ces questions pourrait faire l'objet d'une conférence à part entière, bon, mais je vais essayer tout de même d'aller à l'essentiel. Vous voyez que j'ai cité un ouvrage qui n'est pas du tout dans le domaine de la sociologie de l'éducation ou de l'éducation en général, qui est l'ouvrage de Gisèle Sapiro, qui est une sociologue française, et qui a écrit un ouvrage extrêmement intéressant qui s'appelle « La responsabilité de l'écrivain » aux éditions du Seuil en 2011. C'est une sorte de pavé je crois que ça fait 750 pages, qui est absolument passionnant à lire et qui traite de la question de la façon dont la responsabilité de l'écrivain a pu se constituer au fur et à mesure que, dans le temps, si vous voulez, au fur et à mesure que l'écrivain devenait aussi un auteur, un individu, capable d'écrire un texte, de signer son texte, et donc d'avoir un avis sur le monde. Et on sait tous ici que la littérature a pour vocation de questionner le monde. Elle n'apporte pas toujours des réponses. Bon, c'est plus la vocation d'autres intellectuels. Mais en tout cas, la littérature questionne le monde, pose des questions, et du coup, cela peut aussi mettre en question beaucoup d'éléments et a priori évidents dans la société. Et ce que fait Gisèle Sapiro, c'est qu'elle traite des procès qui ont été faits à des écrivains parce qu'ils avaient écrit ceci ou cela. Alors il y a des procès célèbres, bien sûr, Flaubert, Zola, etc. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça montre comment on définit la responsabilité des écrivains. Alors, bien sûr, on n'a pas, lorsqu'on est chercheur, l'aura ou la célébrité de Zola ou de Flaubert ou de Sartre, évidemment. Bon. Mais il m'a semblé important de rappeler ce fait-là et de m'y référer pour essayer de penser la place que nous pouvons avoir. Donc, lorsque j'emploie le mot responsabilité, je dirais que je ne l'emploie pas uniquement au sens d'une éthique de la science, qui postule par exemple, de ne pas nuire aux personnes sur lesquelles on travaille, que l'on doit garder nos données de façon anonyme, qu'on doit être intègre au plan des résultats que nous produisons, que l'on ne doit pas plagier, que l'on ne doit pas plagier les collègues, etc. Tout ça, ça fait partie évidemment de la responsabilité des chercheurs. Et ces éléments sont pour moi de première importance. Mais il me semble que cette définition de la responsabilité fait partie des choses qui sont relativement acquises dans le monde académique. Je crois savoir que toutes les universités, toutes les facultés ont leur commission d'éthique qui sont là pour garantir que toutes les règles sont suivies par les chercheurs. Et lorsque ces règles ne sont pas suivies, il y a des sanctions, selon la nature des infractions, il y a des sanctions, ce qui montre bien que tout le monde reconnaît comme légitimes ces règles de fonctionnement et ces règles éthiques. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas débat. Par contre, lorsqu'on parle de responsabilité au sens de Gisèle Sapiro, au sens de la responsabilité des écrivains, on parle de toute autre chose. On parle de la responsabilité de dévoiler, me semble-t-il, les réalités sociales et scolaires derrière les apparences de consensus, derrière ce que Pierre Bourdieu, par exemple, appelait la doxa. La doxa, c'est quoi ? La doxa, c'est les évidences, ce qui va sans dire, ce que l'on accepte assez communément et qui a l'air d'aller de soi. Bon. Et en fin de compte, le travail que nous avons à faire, me semble-t-il, c'est d'aller contre cette doxa,
non pas simplement par esprit de contradiction, mais simplement par esprit critique, d'accord, et parce que cette doxa, souvent, bien masque la réalité des rapports sociaux, masque la domination sociale, masque des rapports de classe, masque des rapports de race, masque des rapports de discrimination entre communautés, etc., etc. Tout à l'heure, Marc Demeuse a présenté l'un de mes ouvrages que j'avais intitulé « L'apartheid scolaire ». Et c'est vrai que tout récemment, il y a eu un débat en France, puisque Manuel Valls, le Premier ministre, avait employé ce terme, ça a fait tout un débat. Bon. Et on m'a demandé de faire une petite tribune dans un journal français pour expliquer pourquoi moi j'avais employé ce terme. Bon, il me semble important de dire que c'est bien le rôle du chercheur de dire, bah, là, il y a un problème. Hein. Si dans un système tel que celui de la France, on vous parle de république, d'égalité, de citoyenneté, et que la réalité est tout autre, si la réalité est celle de la ségrégation, de la séparation extrêmement forte des élèves, et je parle des élèves, mais je pourrais parler aussi des parents et des habitations dans les villes, etc. Bon, eh bien, si cette réalité est aussi différente et aussi opposée au discours, comment dire, ambiant, hein, ah bien, je crois que c'est notre rôle de le dire. Hein. Non seulement de le démontrer dans des articles scientifiques que, grosso modo, pas grand monde ne lit, hein, on est d'accord là-dessus, bon, mais aussi de le dire dans des ouvrages, dans des tribunes, dans des conférences, ce qui permet, me semble-t-il, d'aller au-delà un peu de la stricte production académique, pour essayer de socialiser ces résultats, socialiser au sens de rendre public, hein, de faire en sorte que cela participe au débat social. Alors, on n'y arrive pas toujours, hein, bien sûr, c'est pas toujours facile de le faire, parce que ce que l'on fait dans la recherche n'est pas toujours intéressant pour le grand public, hein, c'est une évidence. Mais il n'empêche que, il me semble, que c'est de notre responsabilité que de faire ce travail. Alors, pour moi, la responsabilité du chercheur, cela implique plusieurs choses. D'abord, premier point, mais je l'ai déjà dit, je n'insisterai pas là-dessus, un regard critique sur les institutions et notamment sur l'école. Je pense que c'est notre travail, c'est notre job de faire ce genre de choses. Mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il ne suffit pas de critiquer avec des généralités. Je pense qu'on se doit aussi d'avoir un regard empirique sur l'école et sur les institutions. Il ne suffit pas donc de dénoncer selon des principes abstraits. Il ne suffit pas de dire « Ah, l'école néolibérale ou telle politique, elle est ceci ou elle est cela ». Je pense que ça ne suffit pas, c'est extrêmement peu efficace que de dire des choses comme ça. Par contre, ou en revanche, nous devons empiriquement démontrer, décrire, observer, de façon à avoir des éléments forts, solides, robustes, comme on dit parfois en statistique, pour démontrer des éléments et des faits. Et je crois que ça, c'est un point important et ça fait partie de notre responsabilité. Donc, il nous faut identifier des faits, mais aussi, et ça c'est le troisième point, il nous faut aussi comprendre les mécanismes de production de ces faits. Quand je dis ou quand je parle d'inégalité scolaire, on peut parler par exemple d'inégalité d'acquis. Hein. Est-ce que les élèves ont un niveau de compétence plus élevé ou moins élevé ? D'inégalité de diplôme, d'inégalité de parcours scolaire, inégalité d'accès à l'enseignement supérieur ou à l'emploi, etc., etc. Eh bien, je pense que c'est une chose que de décrire ces faits, et c'est très important. Et ça n'est aussi une autre, qui est tout aussi importante, de décrire et de comprendre les mécanismes qui produisent ces faits que nous observons. Donc, à mon sens, et peut-être tout à l'heure, à la fin, quand je vous passerai la parole, peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, je ne sais pas, mais il me semble que le chercheur ou la recherche en éducation ne doit pas seulement produire des théories, hein, elle doit aussi décrire des mécanismes de façon à comprendre la façon dont les phénomènes que l'on étudie sont produits. Alors pourquoi est-ce que c'est important de produire des mécanismes ? Eh bien, il me semble que c'est important parce que lorsque vous décrivez des mécanismes, vous décrivez aussi les pistes pour agir contre, par exemple, les inégalités que vous venez de décrire. Alors que si vous faites une grande théorie, vous aurez peut-être,
des lauriers universitaires, ce qui est déjà très bien, mais est-ce que vous allez faire avancer la question de l'éducation? C'est pas certain, hein, c'est pas toujours certain. Et donc je crois que ça, c'est un point important. Et puis, dernier point qui me semble de la responsabilité du chercheur, c'est ce que j'ai déjà, je dirais, évoqué, la question de la diffusion de ces résultats. On doit diffuser nos travaux, on doit aussi diffuser ceux de nos collègues. Je veux dire que lorsqu'on diffuse des résultats, on n'est jamais les seuls à les avoir établis, bien évidemment. C'est toujours le fruit d'une construction progressive qui permet d'avancer à petits pas. Et je pense que cette diffusion auprès de journaux, des décideurs politiques, auprès ou dans le cadre de débats, de rapports officiels, etc., je pense que ça, c'est une forme d'engagement dont le but est d'améliorer l'école, de faire en sorte qu'elle soit meilleure, qu'elle soit plus juste, et je pense que c'est l'un des objectifs, l'une des responsabilités de notre travail de chercheur. Alors, j'ai mis d'autres éléments là-dessus, auteur, responsabilité pénale et responsabilité sociale des écrivains. C'est un peu ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur l'ouvrage de Gisèle Sapiro. Et puis ensuite, j'ai mis le chercheur comme l'écrivain n'est mandaté par personne. C'est ce qui donne du poids à son propos. C'est une citation de l'ouvrage de Gisèle Sapiro. Et ça m'a semblé extrêmement intéressant parce que nous avons la chance, lorsqu'on est chercheur, de faire partie du monde académique, c'est-à-dire d'être libre. Hein. Dans une grande mesure, nous sommes libres. Libres de construire nos objets. Plus qu'une liberté, d'ailleurs, c'est une nécessité. Ce qui caractérise le savant, hein, si on prend les anciennes dénominations, ce qui caractérise les savants, c'est de se donner à lui-même ses objets d'étude. Ce n'est pas d'autres forces externes qui vont nous donner nos objets d'étude, c'est nous-mêmes, en tant que scientifiques, en tant que savants, qui allons construire ces objets et ensuite étudier ces objets. D'accord ? Et je pense que ça, c'est un point extrêmement fort, puisque nous avons la capacité de nous donner nos propres objets, eh bien, nous avons aussi, du coup, le privilège de n'être mandaté par personne, ce qui, potentiellement, donne du poids à nos propos. Alors, peut-être que cette vision pourrait paraître naïve, au sens où, effectivement, on n'est pas toujours écouté, mais peut-être qu'on pourra en débattre tout à l'heure, lorsque nous passerons aux questions. Alors, quand on parle de responsabilité de la recherche et du chercheur, etc., évidemment, les références qui viennent à l'esprit, c'est notamment la conférence de 1919 de Max Weber, qui a été publiée en français, Le savant et le politique, et qui est un petit ouvrage extrêmement intéressant et qui est un classique. Et dans cet ouvrage, Max Weber établit une dichotomie, dirais-je, idéal typique, c'est-à-dire un peu taillé à la hache, tout de même, on dirait ça aujourd'hui, entre, je dirais, l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction. Alors, du côté de l'éthique de responsabilité, on serait du côté du politique, si vous voulez, qui, Max Weber ne le dit pas comme ça, mais le politique doit se salir les mains. Il doit faire des compromis. Il doit agir avec la réalité de la société, de ses contemporains, etc., etc. Bon. Et du coup, évidemment, cette éthique de la responsabilité va le guider et il va avoir un point de vue, une action, une façon d'agir qui va différer de l'éthique de conviction, qui est plutôt l'éthique du prophète, parce que Max Weber réfléchissait beaucoup sur la religion, comme vous le savez, et l'éthique de la conviction, c'est le prophète qui va agir en fonction de ce qu'il croit bon ou beau. Alors pour le savant, hein, nous on serait plutôt du côté de la conviction avec la recherche de la pure vérité. Bon. Alors cette dichotomie, me semble-t-il, peut paraître un peu naïve aujourd'hui. Alors naïve ou en tout cas par certains côtés un peu dépassée. La science aujourd'hui et par beaucoup de sociologues des sciences, beaucoup d'épistémologues, est reconnue comme, en fin de compte, une activité sociale comme les autres. Hein. Lorsqu'on fait de la science, on a une activité sociale au même titre qu'un chef d'entreprise ou que n'importe qui d'autre. Bon. À part qu'on est dans un monde particulier qui a ses règles propres, mais il n'empêche que nous sommes dans la société comme les autres membres de la société.
Et donc, la science se situe dans le monde réel et non à l'extérieur, dans une sorte de tour d'ivoire. L'idée de l'enseignant ou l'universitaire dans sa tour d'ivoire est, me semble-t-il, assez dépassée. Alors, à mon sens, et c'est pour ça que j'ai mis cette référence à Max Weber, ça ne signifie pas que le savant ne puisse s'engager dans le propos de Max Weber, puisque Max Weber lui-même était un homme engagé, mais seulement qu'il doit séparer ses activités dans l'un et l'autre cas. D'un côté, il peut faire de la politique s'il veut, mais jamais en tant qu'universitaire, et puis il va faire de la science, mais de façon extrêmement séparée. Il me semble qu'aujourd'hui, une position qui est beaucoup plus contemporaine est justement de défendre la question du chercheur engagé. Pourquoi? Eh bien parce que les liens, me semble-t-il, entre le politique et le scientifique ont évolué, notamment dans le domaine de l'école et plus généralement dans le domaine des politiques publiques. Aujourd'hui, toutes les politiques publiques, dès lors qu'elles sont conçues, eh bien, portent en elles les germes de leur évaluation. C'est-à-dire, on va faire de l'évaluation des politiques publiques, on va voir quel effet elles peuvent avoir, etc., etc. Et donc, me semble-t-il, ces changements dans les relations entre la science et le politique a créé le rôle, enfin, une figure assez controversée, me semble-t-il, qui est celle de l'expert. L'expert, c'est un rôle controversé parce qu'on ne sait jamais vraiment d'où il parle. On ne sait pas s'il parle en tant qu'universitaire, en tant que politique, en tant que représentant de ceci ou de cela. Nous verrons ça lorsque je vous parlerai des enquêtes PISA. C'est l'un des problèmes qui est évoqué assez classiquement pour ces enquêtes, puisque c'est l'émanation d'un organisme extrêmement puissant et fort qui est l'OCDE. Bon. Pour ma part, au lieu d'employer le terme d'expert, je préfère le terme et le concept de chercheur engagé, à la fois responsable et armé de convictions fortes, et la figure peut-être qui représente le mieux ce chercheur engagé, c'est Pierre Bourdieu, à la fin de sa vie. J'ai cité l'ouvrage de Pierre Bourdieu, La misère du monde, et l'une des phrases qui est souvent citée dans cet ouvrage, c'est « donner la parole aux gens sans parole ». Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le regard que portait Bourdieu et tous les gens qui ont travaillé avec lui, parce que cet ouvrage est un ouvrage collectif, enfin en tout cas dirigé par Pierre Bourdieu, était une façon de s'engager dans le monde et de dévoiler la réalité des rapports sociaux. Et bien j'espère que ces conférences, dans le cadre de cette chaire Francqui, dans cette université, pourront donner un début de dévoilement sur ce qui se passe dans l'école du point de vue des inégalités scolaires. Alors, deuxième point, les inégalités scolaires comme objet et comme politique. Bon. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, ma thèse, c'est que les politiques scolaires produisent les inégalités. Ce ne sont pas des choses qui seraient externes ou qui seraient juste là pour lutter contre. On est dans un système, me semble-t-il, où il y a une forte unité entre les inégalités scolaires d'une part et l'action publique de l'autre. Alors, pour illustrer cette idée, je suis allé pêcher, j'aime bien aller pêcher dans d'autres domaines que simplement la sociologie d'éducation, parce que sinon on s'ennuie. Je suis allé voir l'ouvrage de Joseph Stiglitz, que peut-être vous connaissez, qui est un économiste américain, qui a publié un ouvrage, le prix de l'inégalité, excusez-moi, qui a été publié en français en 2012, et qui est un ouvrage, je dirais, à la fois de conviction et de responsabilité, si je reprends les catégories de la sociologie de Max Weber, parce qu'il présente une version grand public de ses travaux, et qu'il s'agit surtout aussi de réflexion dans le domaine des inégalités économiques. Et la thèse de Stiglitz, c'est de dire les inégalités, elles ne viennent pas comme ça malgré les politiques que l'on met en œuvre. Les inégalités, notamment les inégalités économiques, souvent, elles résultent de choix politiques ou parfois de non-choix politiques. C'est-à-dire que le fait qu'aux États-Unis, le 1% les plus riches possèdent de plus en plus du patrimoine et de revenus
c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans beaucoup de pays développés ou moins développés d'ailleurs, ce fait qui va vers la concentration des biens économiques, ça n'est pas l'opération du Saint-Esprit. Hein. C'est quelque chose qui s'inscrit dans les sociétés occidentales, enfin humaines en général. Et donc, c'est un point qui me semble intéressant, parce que c'est une façon de penser le lien entre l'action publique et les inégalités. C'est un peu le même raisonnement que tient Thomas Piketty dans son ouvrage extrêmement célèbre, qui est un succès de librairie internationale, qui s'appelle Le Capital au XXIe siècle, et qui est un ouvrage extrêmement étonnant parce qu'il est extrêmement technique, il est extrêmement riche en termes de concepts, d'analyse, de statistiques, etc. Et il a une diffusion qui est totalement extraordinaire. Et donc, l'une des thèses dans l'ouvrage de Stiglitz, et puis notamment, et que je vais essayer de reprendre, c'est que les inégalités sont le fruit d'un choix, un choix politique de ne pas réguler les forces du marché. Hein. Stiglitz nous dit, on choisit de ne pas réguler le marché, quand on parle des inégalités économiques. D'accord ? Et donc, en choisissant de ne pas réguler le marché, on fait un choix fort, qui est le choix des inégalités. Parce que le fonctionnement, je dirais, naturel des marchés, économiques toujours, c'est d'aller vers plus d'inégalités, plus de concentration de la richesse entre très peu de mains. Si vous voulez redistribuer, vous pouvez le faire, c'est quelque chose qui est tout à fait possible dans l'économie capitaliste, mais il faut un choix politique fort qui décide de redistribuer. Sinon, la redistribution, elle ne se fait pas. Donc, je me suis dit que c'était un point de vue, une idée, un concept qui était tout à fait importable dans le domaine de l'école. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire si on prend cette idée-là et puis qu'on l'importe dans les systèmes éducatifs? Je rappellerai quelques points. D'abord, un premier point, c'est que si on réfléchit sur les systèmes éducatifs, sur l'école et la question des inégalités, on peut dire que les inégalités sont l'état de nature de l'école. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, les inégalités ne peuvent être que plus importantes. D'accord ? L'état de nature, c'est-à-dire si vous n'avez pas d'action positive, je dirais, pour lutter contre ces inégalités, elles vont s'accroître. Alors, on observe, pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Bon, on peut dire ça parce que si l'on prend les enquêtes internationales, par exemple, PISA, TIMSS, PIRLS, enfin, toutes les enquêtes disponibles, on s'aperçoit que dans tous les systèmes éducatifs, bien sûr, les inégalités sociales, ethniques, de sexe, etc., sont présentes. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, qu'il ne faut bien sûr pas oublier, c'est que ces inégalités n'ont pas la même ampleur, ni les mêmes conséquences dans toutes les sociétés. D'accord ? Donc l'inégalité existe partout, mais elle n'existe pas avec la même force, avec la même présence dans tous les systèmes éducatifs. Certains systèmes renforcent à l'extrême les inégalités de compétences, par exemple, ou les inégalités de diplôme, ou les inégalités de formation, ou de tout ce que vous voulez, alors que d'autres vont amenuiser ces inégalités. Mes collègues sociologues ici le savent très bien. Donc, cela nous conduit à rappeler que les inégalités, alors inégalités de parcours, de diplôme, d'acquis, d'insertion professionnelle, etc., ne se construisent pas malgré les politiques d'éducation, mais en lien avec elles, et souvent par elles. Et la question devient alors, me semble-t-il, quels sont les arbitrages qui sont faits entre les fonctions de reproduction de l'école et les fonctions d'innovation sociale de l'école. Alors, fonction de reproduction, fonction d'innovation sociale, j'y reviendrai tout à l'heure, mais les fonctions de reproduction, c'est comment en fait, globalement, les enfants de parents peu diplômés réussissent assez peu à l'école, hein, on peut le dire comme ça. Et puis, les fonctions aussi d'innovation, c'est quand vous massifiez l'école, par exemple, lorsque vous développez l'éducation, hein, même si les inégalités persistent, ça crée des changements sociaux extrêmement forts. Hein. Ça transforme la société. Hein. Donc l'école, à la fois, peut avoir cette fonction de conservation, si vous voulez dire, de conservatisme,
et puis en même temps une fonction d'innovation sociale. Bon, les inégalités scolaires comme fait social, fruit de choix politiques, de rapports de force, de pratiques professionnelles, bien sûr, ça, j'y reviendrai probablement tout à l'heure. Alors, lorsqu'on parle d'inégalité, parce que j'ai employé ce terme à plusieurs reprises, bien sûr, c'est normal, c'est l'objet de cette conférence, mais peut-être qu'on peut essayer de voir qu'est-ce qu'on entend par inégalité. Alors, je cite mon petit ouvrage, mon petit que sais-je sur les inégalités scolaires. Je vous avoue que ce n'est pas une mince affaire que de faire un ouvrage de 128 pages sur les inégalités scolaires, parce que vous avez un peu une bibliographie extrêmement lourde, hein, très abondante, et puis vous devez essayer de faire quelque chose de très condensé pour rassembler un peu tous les résultats qui sont produits là-dessus. Donc, le bilan que j'ai pu faire dans les inégalités scolaires est un bilan peut-être un peu rapide, si vous voulez, sur la question du rôle et de l'école dans la reproduction des inégalités, mais ça m'a permis tout de même, cet ouvrage, au moins d'expliciter ce que l'on entend par inégalité. Un premier point, lorsque je parle, ou lorsque nous parlons, je dis nous, les sociologues ou les chercheurs en éducation, d'inégalité, on prend un point de vue, je prends un point de vue sociologique. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que je ne fais nullement référence à des différences de réussite entre individus. La sociologie parle assez peu des individus, en fin de compte, en tout cas empiriquement. Il ne s'agit pas de dire le fils de ma voisine a redoublé alors que sa mère est très diplômée, ou mon beau-frère est chef d'entreprise ou c'est un cadre dirigeant alors qu'il n'a aucun diplôme. Ces cas individuels existent, ils sont extrêmement importants, et d'ailleurs c'est utile de les étudier pour savoir comment ces cas atypiques peuvent être produits. Quand on parle des inégalités au plan sociologique, on en parle en fonction des groupes. On compare des groupes sociaux. En quelque sorte, on raisonne sur des groupes. Quelle est la répartition des diplômes, des compétences, des bonnes places dans la société entre les différents groupes sociaux, par exemple? Comment ce bien rare et si cher qu'est l'éducation est-il réparti dans les différentes strates de la société, dans les différents groupes, etc., etc. Si vous voulez savoir quel est l'état des inégalités scolaires en Belgique, par exemple, vous pouvez prendre l'enseignement supérieur, vous promenez les universités, et puis vous regardez, je ne sais pas moi, la probabilité ou les chances d'accès de jeunes de tels milieux sociaux aux filières les plus prestigieuses. Et puis vous allez voir qu'il y a des inégalités extrêmement fortes, il y a des différences entre groupes sociaux extrêmement forts. Et donc, lorsqu'on parle d'inégalité, on parle de différences entre groupes, d'accord, pas obligatoirement en termes d'individus. Bon. Mais deuxième point qui est tout aussi important, il est nécessaire d'éclaircir l'objet et la nature des questions que l'on se pose lorsque on parle d'inégalité. Alors, j'ai en tête la phrase de Christopher Jenks, qui est un sociologue américain qui a beaucoup publié dans les années 50, 60 et 70 sur justement l'école, les inégalités scolaires, notamment les inégalités raciales aux États-Unis. Et il nous dit la chose suivante: à moins qu'une société n'élimine complètement les liens entre parents et enfants, les inégalités entre les parents garantissent un certain niveau d'inégalité des chances offertes aux enfants. La seule véritable question porte sur la gravité des inégalités. Bon. Donc, c'est dire que Christopher Jenks était un sociologue tout à fait pragmatique et il n'avait absolument pas l'illusion d'éliminer toutes les inégalités scolaires entre les groupes sociaux. Dès lors que vous êtes issu d'une famille, vos parents vont vous transmettre ce qu'ils ont à vous transmettre. Et nécessairement, eh bien, certains élèves vont être mieux dotés que d'autres dans la compétition scolaire. Bon. La question, par contre, et ce qui me semble très important, c'est la dernière partie de la citation. La seule véritable question porte sur la gravité des inégalités. Donc, la question, si l'on suit Christopher Jenks, est d'abord celle de l'ampleur des inégalités sociales, d'une part, et ensuite de leur source. Est-ce que
les sources des inégalités sont d'abord familiales ou est-ce qu'elles sont proprement scolaires? Et je dois dire que c'est une question qui est extrêmement importante parce que, évidemment, selon le point de vue que vous adoptez, vous n'allez pas aboutir à des conclusions ou à des analyses ou à des résultats qui seront les mêmes. Alors, cette question est, par exemple, traitée, elle est bien traitée, hein, c'est une question qui est extrêmement classique dans le domaine de la sociologie des inégalités scolaires, mais je pense ici à l'ouvrage de mon collègue Marcel Craé, « L'école peut-elle être juste et efficace ? De l'égalité des chances à l'égalité des acquis », qui est un ouvrage qui a été republié récemment, je crois que c'était en 2012, mais j'en suis pas certain, avec, je dirais, divers contributeurs. Et dans cet ouvrage, il y a des résultats qui sont extrêmement probants, hein, et qui donnent des synthèses extrêmement intéressantes. Si l'on observe des inégalités, par exemple, des différences d'inégalités entre pays ou régions, du point de vue donc de ces inégalités, c'est bien que les systèmes éducatifs et les politiques en sont la source, ou en tout cas ont quelque chose à voir avec ces inégalités. Alors, dans certains systèmes, alors certaines organisations scolaires, pourrait-on dire, certains systèmes sont plus équitables que d'autres. La réussite, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, on va dire qu'un système est équitable si la réussite dépend le moins possible des caractéristiques que l'on appelle ascriptives des individus. Caractéristiques ascriptives, c'est quoi? Ce sont ces caractéristiques qui ne dépendent pas de la volonté des individus. Le sexe, l'origine sociale, l'origine ethnique, la couleur de la peau, etc. etc. Bon. Donc un système équitable, hein, c'est un système dans lequel les inégalités, les acquis scolaires, les diplômes, etc. dépendent le moins possible de ces caractéristiques. Et lorsque on lit la littérature, on sait que ces systèmes ont des caractéristiques communes. On sait par exemple que ce sont des systèmes peu différenciés, c'est-à-dire qui proposent le même enseignement à tous, au moins jusqu'à la fin de l'enseignement obligatoire. On sait que ce sont des systèmes qui offrent les mêmes opportunités d'apprentissage aux élèves. On sait que ce sont des systèmes qui offrent la même qualité, hein, où la qualité de l'offre d'enseignement est identique ou très proche, quel que soit l'établissement, par exemple. On sait que ce sont des systèmes dans lesquels la ségrégation y est très faible. Donc, en quelque sorte, on a beaucoup de réponses à la question de savoir comment devrait-on organiser un système éducatif pour qu'il soit le plus équitable possible, pour que les inégalités soient les plus faibles possibles. Alors, on peut dire que la recherche est capable d'identifier ces systèmes équitables qui, soit dit en passant, sont aussi souvent des systèmes efficaces, c'est-à-dire dans lesquels le niveau global des acquis des élèves est élevé, et de ce fait, il ne reste plus, me direz-vous, qu'à appliquer des recettes. Bon, alors évidemment, ce n'est pas comme ça que ça marche, parce que les recettes dans le domaine de l'éducation, ça marche assez peu, hein, même s'il peut y en avoir. Et donc la question que l'on se pose, c'est pourquoi y a-t-il des systèmes qui sont si peu équitables, alors même que l'on peut trouver des systèmes ou des exemples qui permettraient de les améliorer de façon à ce que l'équité soit mieux répartie? Alors, ma réponse, c'est que, évidemment, ça dépend des critères de justice dans lesquels on se situe. Il me semble que si l'on parle d'inégalité scolaire, il faut aussi se demander comment on conçoit la justice en éducation. Alors, la question, j'ai présenté ça de façon un peu dichotomique. La première chose qu'on pourrait se demander, c'est comment est-ce qu'on va raisonner, si vous voulez, et comment, dans certains pays, ou dans certaines régions d'ailleurs, on raisonne, je donnerai tout à l'heure quelques exemples, comment on raisonne sur le juste, ce qui est le juste en éducation. Alors, de façon extrêmement simple, on peut dire que une première façon de dire une école juste, c'est
une école qui va récompenser chacun en fonction de ses efforts et de ses talents. Hein. Une école qui est juste, c'est une école qui récompense les bons élèves. Bon, bah, c'est pas révolutionnaire. Hein. Et donc, dans ce cadre-là, le principe qui est adopté, c'est de donner plus. Alors, plus d'éducation, plus de qualité d'éducation, plus de quantité d'éducation à ceux qui ont déjà le plus. Hein. C'est un peu le principe, j'y reviendrai tout à l'heure, de la méritocratie. La méritocratie, c'est donner plus à ceux qui ont déjà le plus. Bon. Alors c'est intéressant parce que ça peut être légitime, mais évidemment, il faut pouvoir en discuter. La deuxième conception, si vous voulez, ou le deuxième point de vue, va plutôt se situer au plan des conséquences. C'est-à-dire, bon, d'accord, il y a des élèves qui sont bons, d'autres qui ne sont pas bons, d'accord, bon. Mais si on pense aux conséquences, on pourrait imaginer qu'un élève qui échoue a des chances, si je peux dire ainsi, d'accéder par exemple à un emploi ou d'accéder à simplement la vie sociale, à la citoyenneté, hein, qui sont relativement faibles. Un élève qui ne sait pas lire à 15 ans, un élève qui ne sait pas compter ou faire des opérations simples à 15 ans, il a quelques problèmes tout de même pour exercer ses droits civiques, par exemple. Bon, c'est quand même un problème qu'il faut prendre en compte. Donc en fin de compte, selon qu'on se centre sur la question de l'effort et du talent ou sur les conséquences, on va évidemment avoir des réflexions un peu différentes. Alors, pour la première situation, la première conception du juste, une conception, j'ai appelé ça une conception morale, entre guillemets, de la justice. Hein, de quoi s'agit-il? Eh bien, tu ne récoltes que ce que tu as semé. Voilà. Tu ne récoltes que ce que tu as semé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, on va mettre les élèves dans une situation, entre guillemets, d'égalité formelle. On va dire, écoutez, vous allez tous à l'école, vous avez tous un maître, une maîtresse, on vous apprend à lire, à écrire. Bon, et puis allez les gars, hein, que le meilleur gagne. Voilà. Bon, donc c'est un peu ça. Et puis si tu veux pas bosser, mon vieux, tu vas échouer à l'école. C'est comme ça, c'est la vie. Bon. Et donc tu as fait tes choix. Bon. Et donc on est là dans un système qui est, assez répandu hein, dans beaucoup de pays, beaucoup de systèmes, ce qui est le principe de la méritocratie. Hein. En France, par exemple, on a un système dit de la méritocratie, avec l'idée que l'école récompense le talent et l'effort. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on dit que l'école récompense le talent et l'effort, à la limite, tout le monde peut être d'accord avec ça. Qui va dire « Non, non, surtout ne pas récompenser l'effort et le talent, ça serait vraiment dommage. » Bon, personne ne va dire ça, bien sûr. Bon. Mais toute la question, c'est de savoir qu'est-ce que l'on entend par talent et effort. Alors, vous avez un petit ouvrage qui est extrêmement intéressant, qui a été écrit par Marie Durubella, et qui s'appelle « Le mérite contre la justice hein, », et qui essaie de démonter un peu la logique de cette philosophie, en quelque sorte, de la méritocratie. Et elle montre bien qu'il y a beaucoup de paradoxes et de non-dits dans cette conception de la justice scolaire. Pourquoi? Eh bien parce qu'on oublie que le mérite, le talent et l'effort, eh bien, ce sont des caractéristiques héritées hein, dans beaucoup de cas. Et de ce fait, on passe à côté d'une bonne part de la réalité si on se limite à donner aux inégalités scolaires comme simple raison ou comme simple cause la volonté individuelle des élèves. Bon, vous avez des pages extrêmement connues là-dessus de Pierre Bourdieu et de Jean-Claude Passeron dans les années 60 déjà, où il disait c'est une sorte de conception hein, qui pense que les élèves sont doués, alors qu'en fait tout ça est le fruit d'un héritage social. Donc l'idée de la méritocratie, c'est donner plus à ceux qui ont le plus. Et lorsque vous donnez plus à ceux qui ont le plus, eh bien, l'une des conséquences, eh bien, c'est par exemple de créer des filières différenciées assez tôt dans la scolarité. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Suisse, où vous avez beaucoup de cantons en Suisse qui ont une orientation à la fin de l'école primaire. Donc à 11 ans, les élèves sont orientés dans la filière des bons, des moyens ou des faibles. Et puis les jeux sont faits dès l'âge de 11 ans.
Donc ça, c'est une première conception de la justice scolaire. Et dans ce cadre intellectuel, je vous écris, les inégalités scolaires, sociales, ethniques, genrées, ne sont conçues que comme le reflet des différences de talent et d'effort, d'accord, et n'ont donc rien d'injuste, d'accord. Alors que si on va du côté d'une deuxième conception, que je qualifierais de plus humaniste, de la justice, on va être basé sur les conséquences de l'échec et sur les conséquences des inégalités scolaires. On ne va pas réfléchir sur est-ce que l'élève est responsable ou pas, d'ailleurs au demeurant l'élève peut très bien individuellement être responsable, mais l'idée c'est de dire qu'être un homme libre implique aujourd'hui un certain niveau d'éducation. C'est un peu cette philosophie qui est développée par Sen, l'économiste Amartya Sen, sur son concept de capacité. C'est-à-dire qu'on a tous les hommes, tous les individus ont besoin d'un certain niveau d'éducation pour pleinement et réellement réaliser leur vie d'homme et leur vie de citoyen. Bon. Et dans ce cadre-là, l'école a un rôle central à jouer. Et dans ce cadre-là aussi, si un certain nombre d'élèves sortent d'un système éducatif sans connaître, sans maîtriser des compétences de base, eh bien, cela pose non seulement un problème scolaire, mais aussi un problème de société en général, un problème de citoyenneté, un problème de démocratie. Et donc, on voit que les conceptions, si vous voulez, sont extrêmement différenciées de ce point de vue, parce que dans ce deuxième cas, on va avoir, plus une réflexion sur les compétences de base, l'enseignement obligatoire, ce qu'on appelait le SMIC culturel à un moment donné, c'est-à-dire comment un système éducatif, notamment dans sa phase obligatoire, a le devoir, a la mission de faire en sorte que chacun puisse avoir des compétences minimales pour simplement pouvoir au moins exercer ses droits de citoyen. Alors, je me suis dit que je ne pouvais pas, évidemment, me limiter à des généralités et à des grandes idées, aussi belles soient-elles, et donc je me suis dit qu'il fallait prendre quelques exemples concrets pour essayer de montrer comment on peut, expliquer tout ça. J'ai pris l'exemple français parce que c'est celui que je connais le plus, mais dans d'autres conférences, bien sûr, d'autres pays seront abordés. Alors, l'exemple français, c'est quoi? L'exemple français, c'est l'exemple d'un pays qui a massifié et qui a voulu démocratiser son enseignement en ouvrant, comme la plupart ou tous les pays développés, son enseignement à partir, en France, fin des années 50, début des années 1960. D'accord ? Bon. Alors, je vous ai mis 3 références, c'est absolument pas exhaustif, très très loin de là, mais c'est juste pour vous donner quelques repères. Baudelaire et Establé, Le niveau monte, je le cite parce que c'est un ouvrage qui a fait date, parce qu'il a eu pas mal de polémiques pour savoir est-ce que le niveau monte ou est-ce que le niveau ne monte pas, etc. Donc ça a créé, si vous voulez, comme on dit aujourd'hui, le buzz sur ces questions scolaires, ce qui n'est jamais une mauvaise chose, me semble-t-il. Quelque chose de plus confidentiel de Thierry Rocher, c'est une des publications du ministère de l'Éducation, de la DEP, Lire, écrire, compter, les performances des élèves en CM2. Alors le CM2, c'est la dernière année de l'école primaire en France. Et puis le très bel ouvrage d'Antoine Pro, qui s'appelle « Du changement dans l'école, les réformes de l'éducation de 1936 à nos jours », qui est un ouvrage récent de 2013, et qui recense, Antoine Pro est un historien de l'éducation, et qui recense toutes les réformes qu'il y a eu en France, et puis les rapports de force, comment, pourquoi, c'est extrêmement précis et extrêmement instructif de ce point de vue-là. Alors, ces ouvrages, et puis d'autres choses, bien sûr, d'autres sources, nous montrent quoi, globalement? Que dans le cas français, comme dans beaucoup de pays, je pense la Belgique, ça doit être la même chose, on a eu une massification, c'est-à-dire une démocratisation quantitative, d'accord, plus de gens qui accèdent aux diplômes, plus de gens qui accèdent aux filières universitaires, etc. Et puis, en même temps, je dirais, une démocratisation qualitative, c'est-à-dire des inégalités d'accès ou de diplômes qui sont, alors, les auteurs ne sont pas toujours d'accord là-dessus, mais globalement, ça n'a pas bougé beaucoup. Certains vous disent
l'accès par exemple au baccalauréat ou l'accès à l'enseignement supérieur, les inégalités ont un peu diminué ou un peu augmenté, mais globalement ça n'a pas bougé des masses, si j'ose dire. Bon. Donc en fait, on est dans un système qui est extrêmement intéressant, qui fait qu'on a massifié, on a ouvert, mais les inégalités scolaires sont restées globalement identiques. Ça c'est un premier point. Deuxième point, extrêmement important, c'est que on a aussi, et ça c'est Thierry Rocher qui le montre, je vais y revenir, dans les dernières années, les 20 dernières années, on a une baisse globale des acquis des élèves à la fin de l'école primaire, d'accord ? Lire, écrire, compter, c'est une recherche qui est à la fois simple et extrêmement intéressante, c'est que ce sont des chercheurs qui ont fait passer les mêmes épreuves à des élèves, à des échantillons d'élèves à la fin de l'école primaire. Les mêmes épreuves, ça veut dire la même dictée, d'accord ? Les mêmes exercices de calcul, les mêmes exercices sur des textes, d'accord ? Bon, pour savoir comment les élèves maîtrisent ces compétences de base, tout simplement. Bon. Alors, ils observent quelque chose qui est extrêmement angoissant, me semble-t-il, c'est que, un, globalement, le niveau d'acquis des élèves est en baisse, et deux, le niveau d'inégalité est beaucoup plus fort, d'accord, en 2000, parce que ça s'arrête en 2007, qu'en 1987, puisqu'ils ont questionné 1987, 97 et 2007. Bon. Alors, c'est extrêmement angoissant, vous voyez, parce que on avait l'habitude, et les sociologues d'ailleurs avaient l'habitude en France de dire l'école primaire, ça marche très bien, les élèves apprennent plein de choses, ils sont contents d'aller à l'école, ils aiment leur maîtresse et leur maître, tout va bien. Et puis au collège, oh là là, qu'est-ce que ça marche pas bien. Bon. Et puis on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que, y compris à l'école primaire, ça marche pas bien, et que les élèves n'apprennent pas. Ça pose un problème. Bon. Des élèves qui maîtrisent mal le calcul et l'enseignement et la lecture, à la fin de l'école primaire, ça pose des problèmes à la fois sociaux, scolaires, puis tout ce que vous voulez. Donc c'est un point qui tout de même est extrêmement préoccupant. Et donc les conséquences, alors je ne sais pas pourquoi je vous parle de conséquences, pardonnez-moi. Bon, ça je vous ai déjà... Je vous l'ai déjà dit. Juste une petite parenthèse, ne serait-ce que le fait de massifier, qu'il y ait plus de gens, vous avez un ouvrage d'Éric Morin qui est extrêmement intéressant là-dessus, les bénéfices de la démocratisation, c'est aussi quelque chose de positif. Mais peut-être qu'il faut réfléchir aussi sur les inégalités. Et pour cela, je vous propose ce petit tableau, j'espère qu'il est assez lisible, que j'ai tiré de mon que sais-je sur les inégalités scolaires, et je me suis dit que c'était bien si je vous donnais quelques petites statistiques extrêmement rapides et simples pour vous montrer comment les inégalités scolaires avaient évolué dans le cas de la France, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on voit là ? Évolution des inégalités scolaires en France, compréhension de l'écrit, 2000-2012, hein, donc c'est une comparaison entre deux enquêtes PISA, bon. Et on a une première colonne qui est pour l'année 2000, une deuxième colonne pour l'année 2012, et puis ensuite vous avez l'évolution. Donc c'est extrêmement simple. Et puis vous avez une double comparaison entre la France et la moyenne de l'OCDE. Bon. Donc ce sont des calculs qui sont extrêmement simples, hein, on pourrait faire mieux probablement, mais je pense que c'est tout de même assez parlant. Alors vous avez plusieurs indicateurs, parce que pour mesurer les inégalités scolaires, bien sûr, il faut des indicateurs qui permettent de situer ces inégalités. Il ne suffit pas de dire il y a plus d'inégalités, mais encore faut-il pouvoir le mesurer. D'accord ? Alors, il y a 5 indicateurs qui sont présentés ici. Hein. Le premier, c'est l'augmentation du score moyen pour 1 point de plus sur l'échelle socio-économique. Ça veut dire quoi ce machin ? Ça veut dire que l'échelle socio-économique, c'est une échelle continue qui permet de situer les élèves en fonction de leur origine sociale. Est-ce que leurs parents ont un diplôme de l'enseignement supérieur ou pas ? Quel est le statut professionnel de leurs parents ? Quelles sont les possessions à la maison ? Donc c'est une sorte de variable hybride, si j'ose dire, dans lequel il y a beaucoup d'informations et qui mesure à la fois le capital culturel, le capital économique et puis le statut social des parents des élèves. D'accord ? Et donc c'est une sorte de continuum. Bon. Et lorsque ce continuum augmente d'1 point, hein, eh bien, en 2000, les scores des élèves augmentaient de 44 points, d'accord, en compréhension de l'écrit. Et en 2012, ce score augmente de 60 points. Bon.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les inégalités augmentent. Ça veut dire que l'origine socio-économique des élèves est plus importante en 2012 qu'en 2000 pour expliquer leur score, pour rendre compte, on va dire, de leur score. Bon. Alors, des choses un peu plus, précises, score moyen des 20% les plus défavorisés au plan socio-économique et score moyen des 20% les plus favorisés au plan socio-économique. Vous prenez les 20% des élèves qui sont les plus favorisés, leurs parents sont les plus diplômés, ont des statuts, ont des salaires importants, etc. Et puis l'inverse, les 20% les moins favorisés. Bon. Et ce qu'on observe, je vous propose de lire simplement l'avant-dernière colonne, c'est-à-dire évolution France. Vous avez moins 11 d'un côté et plus 18, d'accord? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le score des élèves, les 20% les plus défavorisés, eh bien, ont baissé entre 2000 et 2012 de 11 points, d'accord? Et ceux des élèves les plus favorisés ont augmenté de 18 points. Alors, on pourrait dire beaucoup plus d'autres choses là-dessus sur ce rapide tableau, mais on peut tirer très rapidement quelques informations. On peut dire que, 1, les inégalités sociales, c'est-à-dire liées à l'origine sociale, sont plus fortes aujourd'hui qu'hier dans le cas français, premièrement, que deuxièmement, dans la moyenne de l'OCDE, bon, je n'ai pas lu les chiffres avec vous, mais il se trouve que c'est une certaine stabilité qui domine, deuxièmement. Et puis, troisièmement, si on regarde les plus faibles, enfin les plus défavorisés d'un côté et les plus favorisés de l'autre, eh bien, les plus défavorisés ont baissé, et puis les plus favorisés ont augmenté leur score. Alors, c'est un cas qui est extrêmement intéressant, puisque ça signifie quoi? Ça signifie que l'école en France est moins efficace pour les défavorisés et plus efficace pour les plus favorisés. Bon. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que cela montre que, c'est pas simplement une école qui se délite, qui serait moins efficace pour tout le monde. Non, ça veut dire que vous avez une école à plusieurs vitesses. Vous avez une école qui va très lentement, voire qui coule les élèves les plus défavorisés, et une autre école, un autre système, peut-être d'autres établissements, je ne sais pas, qui sont au contraire plus efficaces et qui permettent aux élèves de progresser plus en 2012 qu'en 2000. Donc, ce type de résultat, par exemple, eh bien, nous apporte des éléments empiriques précis sur la façon dont l'école fonctionne. Et vous savez, j'ai dit tout à l'heure, en introduction, j'ai dit, bon, on peut se demander, on peut avoir un regard critique, savoir qu'est-ce que produit l'école, etc. Mais là, on voit ce que ça produit. Ça produit plus de différences aujourd'hui, en 2012, que précédemment, en 2000. Donc, la réflexion que l'on peut mener sur le rôle et la fonction de l'école dans la production des inégalités scolaires est loin d'être illégitime. Alors, je pourrais dire beaucoup d'autres choses sur ces résultats, mais j'en ai d'autres à vous montrer, donc je ne voudrais pas quand même trop abuser du temps, parce que peut-être qu'après on passera à quelques questions si vous le voulez. Pourquoi une telle baisse des résultats de l'école et une telle augmentation des inégalités? Alors, j'évoque quelques hypothèses comme ça. Réforme de l'éducation, alors pas vraiment, c'est-à-dire il n'y a pas eu entre 2000 et 2012 en France de réforme radicale du système qui expliquerait que les choses sont ainsi. Dégradation du service éducatif dans le primaire, probablement, c'est ce que montre l'article et beaucoup de données, notamment celle de Rocher. Augmentation de la ségrégation scolaire, probablement aussi, c'est-à-dire l'école des riches et l'école des pauvres, l'école des blancs et l'école des noirs, tout ça, ça commence à s'accentuer, si vous voulez, et c'est pas pour rien qu'on a parlé tout à l'heure d'apartheid. Augmentation de la ségrégation, hétérogénéité de l'offre et de la qualité, et je devrais rajouter de la quantité d'éducation, probablement. Quand on parle de ségrégation scolaire, on parle de séparation des élèves, d'accord, mais aussi de conditions d'enseignement, de conditions de vie, si on parle de ségrégation en général, mais de conditions d'enseignement, de conditions de vie qui se dégradent d'un côté et qui restent stables, voire s'améliorent de l'autre. Donc les plus pauvres sont dans des conditions encore plus inacceptables et les plus riches
sont dans des conditions encore meilleures. Ce qui m'amène au troisième point, sur la question de comment interpréter les inégalités. Lorsqu'on lit le tableau que je vous ai donné, on peut difficilement interpréter cette évolution très rapide des inégalités scolaires comme le fruit d'une discontinuité culturelle. Alors, je vais vous dire deux mots sur ce mode d'interprétation, et puis après je vais vous montrer en quoi peut-être c'est inadapté pour penser les phénomènes que je viens de vous montrer. Qu'est-ce que l'on entend par discontinuité culturelle? Je me suis dit que le mieux, c'était de faire une citation du sociologue Bernard Lahire, qui est un sociologue de l'éducation extrêmement reconnu, et qui, dans un de ses ouvrages, La raison scolaire, qui rassemble des articles qu'il a écrits précédemment, mais c'est un ouvrage extrêmement intéressant parce qu'il a fait une introduction qui permet de mettre en perspective. Alors, il nous dit la chose suivante. Lahire se demande si l'inégale réussite scolaire des élèves issus des différents groupes sociaux ne met pas fondamentalement en jeu le rapport de ces groupes sociaux aux formes objectivées de culture, et si les dispositions méta, le rapport scriptural scolaire au langage, socialement constituées au sein de ces formes objectivées de culture, ne sont pas au centre des processus d'échec scolaire. La syntaxe est un peu complexe, veuillez m'en excuser. Les sociologues, c'est un défaut des sociologues, ils écrivent compliqué. Alors, cela dit, si on s'attache au sens et non pas à la forme, bon, qu'est-ce que nous dit ici Bernard Lahire? Il nous dit, en fait, c'est la distance des familles à l'école qui explique l'échec, c'est-à-dire le rapport au langage, aux formes objectivées de culture. Alors, pardonnez-moi, les formes objectivées de culture, c'est les livres. Vous voyez, un livre, c'est une forme objectivée de culture. La télévision, c'est une forme objectivée de culture, le théâtre, etc. Et donc, le rapport, en fait, à la culture, aux formes objectivées, aux textes, etc., qui explique, je dirais, l'incapacité de certains élèves de certains groupes sociaux à réussir et à acquérir les compétences scolaires. Bon. Si on reste dans ce cadre-là, eh bien, c'est une approche, pardonnez-moi, cette approche était aussi, alors c'est celle de Bernard Lahire, mais c'est aussi celle d'autres sociologues comme Basil Bernstein, par exemple, par certains côtés, le sociologue anglais Paul Willis aussi, bon, d'autres sociologues ont fait ce travail-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce concept est utilisé pour expliquer les inégalités scolaires. Or, me semble-t-il, si l'on se contente d'utiliser ce modèle explicatif de la discontinuité culturelle, premièrement, en termes de conséquences, cela signifie que l'école est relativement neutre, je dis relativement, dans la production de ces inégalités. C'est pas tant l'école qui pose problème que les familles. Donc c'est comme ça qu'on pourrait l'interpréter. Bon. Et c'est vrai que c'est une conception qui est assez répandue. On peut dire, bah oui, c'est les familles qui posent problème, c'est pas l'école. Bon, très bien. Donc, de ce point de vue, on est un peu dans cette idée-là que l'école se contente de reproduire, c'est-à-dire elle reproduit les inégalités, mais elle ne les produit pas. Or, quand on regarde le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, il me semble que ce modèle de la discontinuité culturelle ne permet pas d'expliquer quoi que ce soit. On ne peut pas expliquer l'augmentation en 10 ans des inégalités simplement par la discontinuité culturelle qui aurait, comme par miracle, augmenté de cette façon-là. Et donc, le deuxième modèle qui me semble plus pertinent de mettre en avant, eh bien, c'est le modèle de la discrimination systémique ou des discriminations systémiques. Qu'est-ce que l'on entend par là? Eh bien, on entend quelque chose d'extrêmement simple. Lorsque, dans un laps de temps extrêmement court, les inégalités augmentent de façon aussi forte, c'est qu'on ne donne pas le même enseignement à tout le monde. C'est-à-dire, non pas le même enseignement, mais la même qualité d'enseignement à tout le monde. Donc, l'idée, c'est que ce qui agit ici sur le mécanisme qui agit sur la production des inégalités, ce sont d'abord la question des opportunités d'apprentissage qui ne sont pas les mêmes pour tous. On ne donne pas les mêmes enseignements, le même enseignement, pardon.
On ne doit pas les mettre aussi expérimentés dans certains établissements plutôt que dans d'autres. Les contextes d'apprentissage ne sont pas aussi positifs, etc., etc. Et en fin de compte, c'est cette différenciation de l'offre qui va produire les inégalités. Alors, ce principe explicatif, je vous l'avoue, peut-être pour certains d'entre vous, vous le savez, n'est pas nouveau. Hein. Une bonne partie de la sociologie américaine a réfléchi et a renseigné empiriquement ce principe-là, et notamment Christopher Jenks, que je citais tout à l'heure, ou des chercheurs plus récents, plus contemporains, comme Anouchek et Rifkin, par exemple, qui sont des économistes de l'éducation, qui travaillent très précisément sur les inégalités scolaires, ont bien montré que les inégalités entre les élèves blancs et noirs aux États-Unis s'expliquent en grande partie par l'inégale offre d'éducation destinée aux blancs d'un côté et aux noirs de l'autre. Alors, du coup, on peut évoquer cela. J'ai mis le terme effet Mathieu, qui est le terme que l'on emploie pour désigner cette idée-là. On donne plus à ceux qui ont déjà le plus, les meilleurs enseignants aux élèves les plus favorisés, les meilleures situations scolaires aux élèves les plus favorisés. Dans la situation française, par exemple, mais on pourrait prendre aussi la situation belge, hein, qui est étudiée quand même dans la faculté de psychologie et sciences d'éducation à Mons, quand même, dans le service de Marc Demeuse. Les questions de ségrégation sont extrêmement fortes en France, en Belgique, dans d'autres pays, et c'est souvent un principe, ou en tout cas un fait social, qui rend compte de ces inégalités scolaires. Je vois que le temps passe. J'avais prévu de vous dire évidemment beaucoup plus de choses, mais je vais me permettre de passer et peut-être d'aller... je voulais vous présenter des travaux, mais je les présenterai plus tard, peut-être la fois prochaine. C'est un peu pour vous mettre en appétit, donc c'est normal, c'est ma fonction. Vous auriez pu avoir ces commentaires, mais je les passe. Je vous montrerai ça la fois prochaine. Il me semble peut-être... là aussi, pardonnez-moi, je vais passer directement à la conclusion, si vous me permettez, et comme ça nous pourrons débattre et vous pourrez poser des questions. Donc, en conclusion de cette première conférence, j'espère que j'ai été assez clair et complet. Un premier point, une grande part des inégalités scolaires dépendent des dispositifs, des systèmes, des politiques scolaires. Je crois que c'est un point qui est important. Il ne s'agit pas de nier l'idée que la transmission familiale joue un rôle, bien sûr. Mais lorsqu'on compare soit des systèmes, soit à court terme l'évolution d'un certain nombre de compétences, on s'aperçoit que les dispositifs scolaires sont extrêmement importants pour comprendre l'ampleur et l'état des inégalités dans un pays donné. Alors, on pourrait penser que ce résultat est extrêmement pessimiste, se dire, voilà, l'école n'est pas capable de, elle n'arrive pas à, ou au contraire, il y a une sorte de complot pour virer les plus pauvres de l'école, etc. De mon point de vue, peut-être je suis naïf, je ne sais pas, c'est plutôt optimiste que pessimiste. Pourquoi ? Parce que si ce sont les dispositifs scolaires, si c'est la répartition des élèves dans les établissements, si c'est tel ou tel type d'organisation qui produit les inégalités, cela signifie que l'on peut agir dessus. Cela signifie que ces réformes, ou ces politiques scolaires ou ces dispositifs, on peut les réformer. On peut faire en sorte qu'ils changent. S'il y a trop de ségrégation, on peut faire en sorte que cette ségrégation soit plus faible. S'il y a une hétérogénéité de l'offre d'éducation avec des établissements de faible qualité pour les plus pauvres et de bonne qualité pour les plus riches, ça, on peut le changer. Ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Et du coup, je pense que cela légitime encore plus les réflexions et les réformes politiques que l'on peut faire sur ces inégalités scolaires. Donc je vais m'arrêter là et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bonjour, Laurent Fournier, enseignant en Belgique. J'aimerais qu'on prolonge un petit peu sur votre dernière conclusion qui est une décision politique peut influencer les choses favorablement et en particulier on peut influencer
la répartition des élèves dans les écoles. Alors, il se fait qu'en Belgique, il y a eu plusieurs décrets qui avaient cet objectif. Oui. On les appelle décrets d'inscription. Oui. Alors, il y a plusieurs ministres de l'éducation qui y ont travaillé, avec des déclinaisons file d'attente. Il y a eu beaucoup de plaintes de beaucoup de parents et ça a été réajusté, etc. Et globalement, on n'observe pas que la situation s'améliore nettement. Donc, voilà, ma perception des choses, et je crois qu'elle est partagée par quelques personnes en Belgique, c'est que on pourrait penser qu'il suffit d'eux, et en réalité, ça ne se réalise pas. Après 3 décrets, 3 ministres de l'enseignement. Oui. Je ne sais pas si on prend plusieurs questions. Ou... Bon, je peux répondre. Bon, je connais moins bien la situation belge que vous tous ici. Hein, donc, en même temps, ce que vous dites ne m'étonne nullement. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il suffit de claquer des doigts pour que les choses se transforment. C'est un problème qui est extrêmement complexe, la ségrégation. Parce que ça dépend certes des lois et des systèmes. Par exemple, le quasi-marché en Belgique, on va choisir son établissement scolaire. En même temps, quand je compare des pays comme la France, par exemple, et la Belgique, en France, on est censé avoir un système de carte scolaire qui attribue les élèves à leur établissement. On s'aperçoit que la ségrégation est au moins aussi forte en France qu'en Belgique. D'accord ? Ségrégation sociale. Donc effectivement, il y a des choses qui dépendent des dispositifs. Après, il y a des choses qui peuvent dépendre des acteurs. Alors, je n'ai pas de réponse extrêmement précise là-dessus, mais je trouve tout de même que quand on regarde la situation belge, on a tout de même des politiques qui tentent, enfin, qui se donnent pour objectif de limiter la ségrégation. Bon. D'autres pays, comme encore une fois la France, on n'a aucune politique qui se propose de limiter la ségrégation. Ce qui signifie que on reconnaît, on sait, tout le monde sait qu'il y a de la ségrégation, et donc on a 2 attitudes globalement opposées. On dit, est-ce vraiment sûr qu'il y a de la ségrégation ? Ça se discute, d'accord ? C'est-à-dire on nie un peu les faits, premièrement. Et puis deuxièmement, on fait grosso modo de l'éducation prioritaire. Bon. Alors on dit, il y a de la ségrégation, on va lutter contre les effets de la ségrégation et non pas contre la ségrégation elle-même. Et on va prier pour que ça marche. Bon, il se trouve que ça ne marche pas. C'est embêtant. Bon. Mais c'est comme ça. Donc, je pense que vous avez raison de dire que si on fait il ne suffit pas de faire des règlements ou des lois ou des décrets pour que les choses changent radicalement. Mais je trouve quand même qu'il y ait des politiques qui se donnent pour objet cette question-là, j'estime que c'est une avancée. Est-ce que ça va produire ses effets ? Je ne peux pas vous donner de réponse. Et je ne peux pas prévoir non plus l'avenir. Mais voilà ce que je peux dire là-dessus. Dans le cas présent, pour compléter, pour que cela fonctionne vraiment, le décret dit on va s'intéresser à qui y aura une place dans les écoles qui sont saturées, c'est-à-dire où il manquera de place. Et donc le mécanisme du décret ne porte que finalement sur une toute petite partie. Et plus le système se sature, plus il risque d'avoir un effet. C'est peut-être aussi une partie de la réponse. Mais ce principe d'ajustement progressif, bon, je ne sais pas ce que ça donnera, mais c'est tout de même peut-être la capacité à produire un cercle vertueux pour limiter cette ségrégation. Après, bon, on verra bien ce que ça donnera. Mais... Si. Je m'appelle Esteban Rosenwein, je suis doctorant à l'UCL, oui. Une université que sûrement vous connaissez. Oui, bien sûr. En fait, je voulais revenir un petit peu sur... vous avez mentionné au début de votre intervention certains économistes, justement. Oui. Vous avez précisé qu'il y avait une augmentation des inégalités dans le monde en général, par la concentration des capitaux. Oui. Et moi, je me demandais en fait s'il n'y avait pas un peu une illusion de la possibilité de résoudre la ségrégation scolaire, les inégalités dans l'enseignement, sans adresser la question des inégalités plus générales dans la société, quoi. Et donc, l'idée, ce serait de partir du constat que donc, il y a une augmentation, comme vous l'avez montré, des inégalités dans l'enseignement,
mais on peut aussi comprendre cette augmentation des inégalités en prenant en compte les inégalités plus générales qu'il y a dans la société qui, elles aussi, ont augmenté. Et donc, à partir de là, est-ce que prendre le problème à partir de l'école, des politiques scolaires, c'est pas un peu réducteur? Et donc, est-ce qu'on s'enferme pas un peu dans l'illusion que une série de politiques visant à faire en sorte, à construire un système éducatif parfait, en quelque sorte, un système éducatif où il n'y aurait pas d'inégalité scolaire, résoudrait un problème qui est finalement plus général, qui est celui des inégalités sociales dans la société, quoi. Alors vous posez des questions. C'est pas une question de fin de soirée, ça. Hein, oui, c'est une question de matinée, vous voyez. Je suis désolé. Non, mais merci beaucoup. Alors, d'abord les inégalités que l'on observe, parce que j'ai essayé de voir ça à partir de différentes données. Elles restent souvent beaucoup plus marquées, fortes en fonction du diplôme qu'en fonction des revenus et de la richesse. C'est-à-dire que dans le poids des différents éléments qui vont agir sur les inégalités scolaires, le diplôme des parents, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément le capital culturel, a plus de poids que le capital économique. Donc ça limite un peu votre objection, même si je pense que vous avez raison, on pourrait observer et réfléchir sur un peu plus de globalité. C'est la même question que celle de la ségrégation. Quand on parle de ségrégation scolaire, la première remarque ou objection qui vient à l'esprit, c'est ne doit-on pas, et je pense que c'est vrai, prendre en compte la ségrégation urbaine? C'est-à-dire que si, il est difficilement imaginable d'avoir une école qui serait nullement, où les élèves seraient tous identiques dans tous les établissements ou toutes les classes, alors que l'espace urbain serait ségrégatif. Bon, évidemment. En même temps, notre job quand même, c'est d'essayer de limiter des espaces de réflexion et de connaissances, puisque vous êtes doctorant, vous devez savoir ça. Vous ne pouvez pas faire une thèse sur, tout est dans tout et inversement, parce que sinon vous ne produisez pas de réponse. Vous avez déjà la réponse. Vous dites, il y a des inégalités, parce qu'il y a des inégalités économiques. Et pourquoi il y a des inégalités économiques? Parce que le capitalisme est comme ci et comme ça. Bon, d'accord. Moi, je pense que si on veut en faire un objet de recherche, il faut circonscrire des espaces, des objets simplement, qui puissent être assez limités pour qu'on puisse appréhender les phénomènes qui se jouent à l'intérieur. Ce qui ne signifie pas que l'on sous-estime le poids des inégalités économiques ou des inégalités de diplôme ou des inégalités urbaines. On peut les prendre en compte. Sans répondre totalement à votre question, je pourrais dire que quand j'ai fait, par exemple, l'apartheid scolaire, j'ai écrit ça avec deux de mes collègues de Bordeaux, Françoise Liot et Joël Perroton. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait essayé de voir si la ségrégation scolaire était aussi forte, moins forte ou plus forte que la ségrégation urbaine, dans l'espace bordelais, mais de façon extrêmement empirique et très précise. Et ce qu'on avait vu, c'est que la ségrégation scolaire était toujours plus forte que la ségrégation urbaine. Et ça nous a semblé tout de même assez intéressant pour montrer qu'il y a quand même un phénomène proprement scolaire qui agit et qui constitue une force, d'accord, pour produire la ségrégation que l'on observe. Alors après, c'est vrai, par exemple, il y a des économistes qui se sont penchés sur l'idée, est-ce que ça n'est pas l'école qui produit la ségrégation urbaine, par exemple. Si vous habitez dans un quartier, parce qu'en France, on ne peut pas choisir totalement son établissement, si vous habitez dans un quartier où l'école du secteur est une bonne école, ça va vous pousser à habiter dans ce quartier, ça va faire augmenter le prix de l'immobilier dans ce quartier, parce que la concurrence sera plus forte, etc. Donc, moi, je dirais que vous avez raison dans le sens où il est sain et, très pertinent de sortir du domaine de l'école pour essayer d'expliquer les phénomènes. C'est ce que j'ai essayé de faire. En même temps, est-ce qu'on peut produire une théorie générale de tout ça? Personnellement, je n'en suis pas persuadé, mais bon. Voilà ce que je peux vous dire.
Peut-être sur la ségrégation spatiale, deux références, une de Bernard Delvaux à l'UCL, qui avait étudié cela dans le bassin de Charleroi, qui tombait sur le même genre de résultats, et puis toute récente qui vient de sortir d'un collègue qui s'appelle Pierre Marissal, qui est géographe à l'ULB, et qui a fait la même chose à l'école maternelle, dans la région bruxelloise, où il remontre le même genre de phénomène. Donc ça mérite de regarder. Il y a une sorte de dynamique ségrégative forte, autonome, entre guillemets, au sein de l'école. Et je pense que ça, il faut l'observer. Ma question porte sur votre vision de la justice scolaire. Oui. J'aurais aimé savoir si votre conception humaniste de la justice pourrait s'appliquer dans notre système universitaire. Imaginons qu'il n'y ait plus de proclamation ou qu'en France, on n'ait plus d'examen d'entrée. Est-ce que vous pensez que ça peut se faire dans ce système compétitif qui est le système universitaire pour résoudre des inégalités? Alors, vous me donnez l'occasion de préciser quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est que cette conception sur l'égalité des acquis, en fin de compte, je pense que très souvent elle est développée dans le domaine de l'enseignement obligatoire. C'est-à-dire que l'idée, c'est que si, j'ai parlé de compétences de base, par exemple, si vous voulez que tous les citoyens puissent exercer leurs droits civiques, etc., et leur liberté, simplement être des citoyens et faire partie de la démocratie normalement, vous devez faire en sorte qu'ils puissent acquérir ces compétences de base. Mais ça postule implicitement qu'on parle de l'enseignement obligatoire. Ensuite, l'enseignement supérieur ou post-obligatoire est beaucoup plus compétitif, ce qui est un fait. Et donc, je pense que peut-être la question doit être posée différemment. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit accepter toutes les inégalités simplement parce que c'est l'enseignement post-obligatoire. Mais disons que la question se pose autrement, me semble-t-il, dans le domaine universitaire. Parce que les inégalités, d'abord, peut-être qu'elles prennent d'autres formes. Elles sont très dépendantes aussi de la façon dont les choses sont organisées. Vous avez des systèmes qui sont très concurrentiels ou qui coexistent avec des systèmes à l'intérieur d'un même pays qui sont très ouverts. C'est le cas français avec des grandes écoles très concurrentielles qui forment des élites et puis des universités plus ou moins ouvertes, etc. Donc, en quelque sorte, je pense que la question se pose en d'autres termes, si vous voulez. Oui, bonjour, Rita Midaven, inspectrice dans l'enseignement. Oui. Une question qui me tracasse depuis un certain temps par rapport à tout ce que vous avez raconté, oui, c'est la difficulté de la langue française. Oui. Et nous avons de plus en plus d'enfants, oui, dont la langue maternelle, oui, n'est pas le français. Oui. Est-ce que ce n'est pas un des facteurs qui pourrait justement augmenter les inégalités ? Oui, bien sûr. Et que peut-on faire alors que pourrait-on faire alors ? Alors, que peut-on faire ? Alors, d'abord, est-ce que ça augmente les inégalités ? Oui, je veux dire oui et non. Pardonnez-moi cette réponse de jésuite, mais alors oui, au sens où effectivement, un élève dont la langue maternelle n'est pas le français et qui est primo-arrivant, par exemple, si vous me parlez des migrants primo-arrivants, ça peut poser un problème dans le sens où ce que j'ai dit tout à l'heure sur la discontinuité culturelle, elle peut être peut-être beaucoup plus marquée. Bon. Après, lorsque vous écoutez les linguistes qui vous parlent des élèves qui ont une autre langue maternelle que celle de l'école, ça n'est pas toujours un handicap. C'est-à-dire que ça peut être aussi un atout. Parce que le fait de parler deux langues, c'est un atout cognitif extrêmement fort. D'abord parce que, en soi, parler plusieurs langues, c'est un atout, mais aussi parce qu'au plan cognitif, ça développe des compétences qui sont aussi des compétences pour apprendre. J'ai fait récemment, j'ai participé à un jury de thèse à Paris récemment d'un jeune sociologue qui s'appelle Mathieu Ichou et qui comparait l'Angleterre et la France quant aux inégalités des élèves en fonction du parcours migratoire. Et il montrait quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'en Angleterre, en début de scolarité, les inégalités entre élèves migrants et élèves natifs étaient identiques en Angleterre et en France. Bon. Mais au fur et à mesure que l'on avance dans la scolarité,
les inégalités en Angleterre diminuent entre migrants et natifs, alors qu'en France, ces inégalités augmentent. Donc, ça veut bien dire qu'il y a quand même quelque chose qui est du domaine du système éducatif, des modes d'enseignement, des modes de rassemblement, des dispositifs aussi qui peuvent être spécifiques à certains types d'élèves et qui peuvent permettre de faire réussir et de limiter les inégalités. L'une des différences, par exemple, c'est qu'en France, on fait redoubler, et je crois qu'en Belgique, c'est aussi le cas, un redoublement massif, redoublement qui est très peu efficace, qui pénalise les élèves, qui les stigmatise. En Angleterre, vous avez un système beaucoup plus... Enfin, il y a très peu de redoublement, et c'est basé plutôt sur la prise en charge individualisée des élèves en fonction de leurs problèmes scolaires. Ce qui change tout. Donc ma réponse serait oui, on peut faire des choses, et évidemment, ça dépend de la façon dont on inscrit ce problème-là dans un système plus vaste, qui peut répondre plus ou moins bien à cette problématique particulière. Merci Georges. Il reste à remercier Georges, ce qu'on va faire tout de suite. Merci. Merci beaucoup.